Thank you, Enzo, for introducing us into our topic through an exam of the development of these issues from theory more than 100 years ago to reality and practice of our courts, and in particular the constitutional courts. Maintenant, je donne la parole au professeur Carlos Santulli de l'Université Paris II, Panthéon-Assas, qui va nous introduire à la situation française avec un rapport sur le cas français, droit international devant le juge national. Je vous donne la parole. Merci, Madame le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est un très grand plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui, d'y avoir été invité. Et j'aurais aimé vous dire un petit mot en italien, mais je trouve qu'il est aussi intéressant d'avoir établi cette règle, j'en félicite celui qui en a eu l'initiative, cette règle qui permet de nous exprimer dans des langues différentes que vous comprenez très bien. Et par ailleurs, pour la présentation du droit français, l'expression en français ne me paraît pas entièrement déraisonnable. Un mot pour exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la Société italienne pour le droit international, l'Université Roma III et tout spécialement le collègue le professeur Palmisano, par qui j'ai eu le plaisir de recevoir cette invitation. Merci. La réception du droit international en droit français, c'est une histoire très moniste. Le monisme est une passion française en un sens. Les dispositions constitutionnelles sont assez sobres. Il n'y a pas de grandes déclarations de principe sur l'organisation de la réception automatique ou par transposition. Rien de tout cela. En simplifiant un peu, la disposition essentielle, c'est l'article 55 de la Constitution de 1958, l'article 55 qui prévoit que, sous réserve de réciprocité, les traités régulièrement ratifiés ou approuvés, donc s'ils ont été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, il faut la publication, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Donc peu importe qu'il y ait des lois, l'autorité est supérieure du seul fait de la publication. Je ne vais pas entrer dans l'histoire jurisprudentielle de l'interprétation de cet article, ce serait long et inutile, mais disons qu'aujourd'hui, au moins depuis l'arrêt qui signe la capitulation du Conseil d'État, le 20 octobre 1989, l'arrêt Niccolo, au moins depuis cette époque-là, il est clair que le législateur ne peut pas contredire un traité. La loi sera écartée, même si elle est postérieure au traité. La loi, expression de la volonté générale de la tradition française, plie devant le traité. Ça, c'est clair, mais bon, là s'arrête la clarté, en quelque sorte, dans cette histoire un peu simple sur ce point. Pour le reste, il n'y a rien dans la Constitution qui se réfère aux autres éléments du droit international. Rien sur la coutume, par exemple, rien sur les principes du droit international. Alors la doctrine, mais la jurisprudence est très silencieuse. La doctrine utilise le préambule de la Constitution de 1946, qui, vous le savez probablement, est encore en vigueur parce que la nouvelle Constitution de la Ve République renvoie au préambule de 1946. Et le préambule dit que la République française, fidèle à ses traditions, ça c'est un jugement historique, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Du droit public international, à part la petite inversion, c'est assez clair, la France respecte les engagements, les obligations internationales, même coutumières. Mais voilà, le texte ne dit pas plus. Et sur sur une base textuelle aussi réduite, c'est la pratique, la jurisprudence, la doctrine qui ont construit une conception française de l'adaptation au droit international. Une conception qui est aujourd'hui très majoritairement moniste. La doctrine est à peu près
unanime pour considérer que la publication prévue par l'article 55 ne peut pas être assimilée à une transposition. C'est une simple exigence de procédure pour permettre l'opposabilité du traité, donc l'invocabilité ensuite de la procédure juridictionnelle, mais ce n'est pas une exigence de transposition. Le traité n'aura pas la valeur du décret qui décide la publication, il a une valeur supérieure à celle des lois. Ça, c'est l'accord doctrinal. L'accord doctrinal resitue cette interprétation technique dans un contexte plus vaste. Le contexte moniste, suivant lequel droit international et droit interne sont un seul ordre juridique. Et c'est aujourd'hui la position la plus répandue en France. Je sais qu'elle ne l'est pas partout, et probablement pas spécialement dans cette salle, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'études statistiques. Mais c'est la position très fortement répandue en France, avec deux grandes différences. Il y a une école, disons un peu, qu'on pourrait dire formaliste, en simplifiant, sous l'influence de l'école de Vienne, de Hans Kelsen, une école normativiste, on dit parfois, mais une école qui considère que la Constitution nationale est adoptée sur la base d'une habilitation du droit international. Et donc, habilitation, parfois on peut trahir l'habilitation, mais l'ensemble du système juridique, national et international, dérive d'une norme hypothétique commune. Et le droit national est dérivé du droit international. Cette école n'est peut-être pas la plus forte en France. La plus forte, peut-être, mais elle est présente, elle est importante. Il y a une deuxième école, qui est l'école sociologique française, peut-être plus originale, moins présente ailleurs, et qui consiste à dire, au fond, c'est l'influence d'Émile Durkheim et de Léon Duguy, consiste à dire le droit, c'est fait pour les gens. Tout le droit est fait pour les gens. Les sujets du droit sont les êtres humains, personnes physiques, et donc il n'y a qu'un droit, celui qui régit les personnes. Alors cette doctrine va assez loin, et parmi ces aspects, il y a des aspects très importants pour les rapports entre droit interne et droit international, il y a la négation de la personne morale. La personne morale est un peu un artifice pour organiser la réglementation des hommes, des personnes. Et donc, le droit ne règle pas les personnes morales, les sociétés commerciales, il règle le comportement des personnes. Il y a une boutade qu'on considère être un peu l'expression de l'école sociologique française, qui consiste à dire « je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Alors évidemment, on suppose toutes sortes de choses, oui, non, mais il y a aussi une réponse technique qui consiste à dire « je n'ai pas déjeuné avec une personne morale, mais je l'ai vu payer l'addition ». Et ça, c'est plus optimiste, et j'espère que... Enfin bref, je peux témoigner de cette réalité. Donc voilà la base essentielle. Mais cette base essentielle a aussi une dimension idéologique qu'il ne faut pas cacher. Et je l'appelle idéologique parce qu'elle est assumée comme ça. C'est que cette conception moniste est la conception d'ouverture, la conception favorable à la bonne application du droit international. L'attitude dualiste, de maîtrise, en quelque sorte, du droit international par l'ordre juridique national est davantage une attitude de repli. J'appelle cela moi-même une position idéologique parce qu'elle ne s'appuie pas sur une étude statistique qui dirait les États de constitution et de tradition dualistes violent le droit international plus souvent que les États de constitution et tradition moniste. Il n'y a pas d'étude sociologique, justement, de ce genre. C'est pour ça que c'est une présentation idéologique. Je la note, mais je la mets de côté. Là s'arrête l'unanimité. Là s'arrête aussi l'exposé un peu facile pour moi, parce qu'il y a un accord assez fort. La difficulté commence lorsque on se tourne vers le rôle spécifique de la Constitution. Là arrivent les difficultés. Et notamment un peu une rupture doctrinale, parce que
dans ce paysage relativement uniforme, une grande partie de la doctrine, alors très majoritaire chez les non-internationalistes, une grande partie de la doctrine considère que, du point de vue du droit français, la règle supérieure est la règle constitutionnelle et que donc la Constitution doit, du point de vue de l'ordre français, primer sur le droit international. Ce qui est un peu, en même temps, la négation de la pensée moniste à primauté du droit international, bien entendu, qui conçoit le droit national comme une partie subordonnée de l'ordre unique. Et donc, quand il s'agit d'étudier la jurisprudence constitutionnelle, quand il s'agit d'aller un peu au détail du rôle de la Constitution, on voit un peu une rupture doctrinale, une confrontation avec une grande partie de la doctrine qui défend la supériorité de la Constitution sur le droit international. Sur le plan pratique, ces divergences se focalisent sur 2 points. Un premier point un peu technique, je ne fais que l'évoquer, c'est le rôle de la publication. Je le signale simplement, c'est que l'article 55 dit que le traité a une autorité supérieure à celle des lois s'il est régulièrement ratifié ou approuvé. Donc, en particulier, certains traités doivent être autorisés par le Parlement. Ils ne peuvent être ratifiés que si le Parlement accepte, donne l'autorisation. Que se passe-t-il si le Parlement n'est pas consulté? Ce n'est pas qu'il dit non, c'est qu'on dit « oh, ce n'est pas un cas où il y avait besoin de le consulter, on ne le consulte pas, et le président de la République ratifie le traité ». Traditionnellement, on disait « la publication, c'est seulement pour l'opposabilité, donc une fois qu'on a ratifié et qu'on a publié, on l'applique quand même ». Et là, il y a eu une rupture dans la jurisprudence, c'est en 1998, l'arrêt Blotzheim. La rupture a consisté à dire il faut garantir le respect de l'article 53 de la Constitution, c'est-à-dire le respect de l'autorisation législative. Donc il faut bien annuler quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on annule? Le traité, c'est un acte international. Le juge français ne peut pas annuler le traité entre 2 parties. La Suisse, dans cette affaire-là, ne serait pas contente. Les États-Unis, dans les autres cas. Est-ce qu'on peut saisir le juge constitutionnel? Mais non, il n'y a pas de loi. On n'a pas demandé l'autorisation. Donc il n'y a rien à demander au juge constitutionnel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait annuler la ratification. Mais la ratification n'existe pas en droit français. Le mot existe, mais il n'y a pas de décret de ratification. Il n'y a rien au journal officiel. C'est une lettre qu'envoie le président de la République au dépositaire du traité. Donc qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a la publication? Non, c'est au journal officiel. On ne peut pas effacer le journal officiel, ça serait long, compliqué. Puis ça effacerait la preuve, n'est-ce pas? Mais le méfait serait là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le décret de publication, en tant que décision de publier le traité. Et donc le Conseil d'État dit, si vous ne demandez pas l'autorisation législative, alors on annule la décision de publier le traité. Et puisque le traité n'est pas régulièrement publié, il ne peut plus être invoqué. Mais voilà, à partir de ce moment-là, le décret de publication prend une autre forme. Il n'est pas la transposition, mais il est quand même quelque chose de plus de ce qu'il était avant. Bien, c'est un détail technique et une question très doctrinale. Je la mets de côté. Je me tourne vers une question beaucoup plus importante en pratique, qui sont les limites constitutionnelles. Le Conseil d'État, dans un arrêt Saron de 1998, 30 octobre 1998, le Conseil d'État a considéré que la primauté de l'article 55 de la Constitution ne vaut pour la loi, mais ne vaut pas pour la Constitution. La doctrine, unanime, à peu près unanime, avec 1 ou 2 exceptions, très habiles d'ailleurs, en a déduit que le Conseil d'État confortait le principe de la supériorité de la Constitution sur les engagements internationaux. Et donc la possibilité de dire à un moment, halte, j'arrête d'appliquer un traité parce que la Constitution me le demande, je dois préserver la Constitution. On trouve quelque chose
qu'on a trouvé en Italie tout à l'heure, et je pense qu'on va retrouver en Allemagne avec l'arrêt Zolange, qui était peut-être novateur de ce côté-là. Donc on trouve des choses qu'on trouve dans différents systèmes juridiques, l'idée qu'il y a un moment la Constitution qui ferait écran, en quelque sorte, et bloquerait l'application du droit international. Et ça, c'est un peu la nouvelle vague, non pas cinématographique, mais une tendance très forte de la jurisprudence comparée contemporaine, une tendance un peu à affirmer en quelque sorte la maîtrise constitutionnelle de l'application du droit international. C'est une tendance, à mes yeux, c'est mon analyse, essentiellement d'affichage. On en trouve des traces devant le Conseil constitutionnel qui découvre des normes et principes relatifs à l'identité constitutionnelle de la France. Ce n'est pas la plus claire des expressions, l'identité constitutionnelle. Donc on trouve ces réserves dans la jurisprudence, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, j'ai écrit il y a 2 ans, et j'attends encore la contradiction, j'ai écrit à la Revue française de droit administratif, que, à ma connaissance, toutes ces réserves de constitutionnalité n'ont été vraiment utilisées qu'une seule fois. Je ne connais qu'un seul cas où on a vraiment refusé d'appliquer un engagement international au nom d'un principe constitutionnel, et encore, c'est un exemple qui pourrait être contesté, c'est un arrêt sur l'extradition, l'arrêt Abliazov. Le Conseil d'État a annulé une décision d'extradition qui aurait été, mais c'est à voir, conforme à la Convention européenne d'extradition. Donc il a écarté la Convention européenne d'extradition parce qu'elle était recherchée dans un but politique, ce qui était contraire à la Constitution française. Cette possibilité avait été déjà énoncée dans le passé, dans l'arrêt Koné en 1996, mais jamais appliquée. Il n'y a, à ma connaissance, que ce cas-là. Donc c'est un peu un affichage qui correspond à quelque chose, qui correspond à l'idée que l'État se renforce, en quelque sorte, les institutions, si elles maîtrisent l'application du droit international. Il y a en réalité toute une jurisprudence moins visible, qui s'affiche moins, comme la jurisprudence relative à l'effet direct, et qui écarte en réalité l'application du droit international de façon plus réelle, et donc plus profonde, plus problématique en un sens. Et je voudrais, les 8 minutes qui me restent, les consacrer à évaluer cette idée nouvelle qui n'est pas purement française et qui est que le fait de mettre des limites, de contrôler l'application du droit international et donc d'utiliser des principes nationaux comme base de décision serait une affirmation, en quelque sorte, un renforcement de l'ordre national et un renforcement de l'État. Je crois que c'est mon avis, je crois que c'est une illusion. Si on applique le droit international, si on dit qu'on applique le droit international, on crée une doctrine nationale sur l'application du droit international. On a une idée italienne, française, de ce qu'est le droit international, et on peut influencer la façon dont le droit international est perçu. Si on applique des limites nationales ou des principes constitutionnels équivalents, comme on le fait beaucoup de la doctrine du Conseil d'État, on a une doctrine sur le droit constitutionnel national et on n'a plus de voix, il n'y a plus rien sur la présentation du droit international. On croit se renforcer en disant, non pas Italy or France first, but Italian Constitution and French Constitution first. On croit se renforcer, mais on perd une voix, on perd sa voix, on perd son influence, comme à la fin d'un exposé trop long. Ça paraît un peu théorique, je voudrais prendre un exemple qui me paraît assez simple du point de vue français, mais qui est parlant. Le rôle de la coutume internationale. Le Conseil d'État a une position très restrictive vis-à-vis de la
coutume internationale, en 1997, un arrêt qu'on appelle l'arrêt Acquarone, si vous voulez, Acquarone, qui, au fond, refuse d'appliquer une coutume internationale qui, en l'espèce, n'existait pas. En réalité, il y avait tout un autre problème, c'est le statut fiscal des fonctionnaires internationaux à la retraite en France. Mais passons. La prise de position de principe, c'est le fait d'écarter la coutume internationale. Et pourtant, le Conseil d'État applique la coutume internationale relative aux immunités. Sauf qu'il le fait un peu clandestinement, sans élaborer une doctrine sur la coutume internationale. Sauf que pour éviter les ennuis diplomatiques, lorsqu'il a un problème qui soulève vraiment une question d'immunité, il rejette les recours et il fait en sorte que l'immunité soit respectée. La Cour de cassation, donc, attitude étatiste, le droit français, droit international, mis à distance. La Cour de cassation, elle, dans l'arrêt Kadhafi, quand il était encore en vie, en 2001, dans l'arrêt Kadhafi, la Cour de cassation dit, dans un considérant général, vu les principes généraux du droit international, vu la coutume, j'écarte le code de procédure civile, tout, et je donne l'immunité à M. Kadhafi, et donc je bloque toutes les poursuites en tant que chef d'État en exercice, chef d'État étranger en exercice. Et donc là, on pourrait dire, entre guillemets, soumission. Ça n'a rien à voir avec le livre auquel vous pensez, mais on se soumet au droit international. Et oui, mais l'année suivante, en 2002, on a débattu devant la Cour internationale de justice le contenu de la règle internationale sur les immunités. Et c'était entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Et Belgique et République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils avaient? Est-ce qu'ils avaient une doctrine du Conseil d'État français? Non, rien. Silence complet. Ils avaient en revanche une doctrine de la Cour de cassation. Ils l'ont utilisée l'un contre l'autre, et la Cour internationale de justice l'a utilisée, elle aussi, pour l'élaboration de sa règle internationale, sa conception de la règle internationale relative aux immunités. Qui a affirmé la place de la France dans les relations internationales? Qui a incarné, en quelque sorte, une position étatiste? La Cour de cassation, qui s'est pliée au droit international et en a influencé le contenu, ou le Conseil d'État, qui vaillamment a résisté, mais du coup, il n'avait plus de voix. Et c'est, je crois, ce grand enjeu, qui n'est pas entièrement juridique, je le veux bien, ce grand enjeu que soulève la pratique contemporaine des résistances, entre guillemets, au droit international. Cette volonté contemporaine de relativiser le droit international et de l'écarter parfois. D'un point de vue juridique, on pourrait se dire, cette fois-ci dans une optique dualiste, que l'État doit respecter ses obligations internationales, il ne pourra pas invoquer sa Constitution pour justifier l'inexécution des engagements internationaux, donc il a le devoir de ne pas poser, entre guillemets, des limites, d'un point de vue général dualiste. D'un point de vue qui est, à mon avis, le point de vue réel, qui parcourt toutes ces affaires, d'un point de vue stratégique, entre guillemets, et puis aussi de politique juridique, le dilemme, vous le voyez, refuser l'application du droit international, c'est appliquer son droit. Mais appliquer son droit, c'est renoncer à influencer le contenu du droit international. Et ça veut dire inévitablement un jour accepter des règles qui ont été formées sans son concours. Et donc, il me semble que passer une satisfaction instantanée du moment qui consiste à dire « j'ai résisté », sur la durée, renoncer à influencer, c'est subir en réalité entièrement des obligations et une pratique internationale qui continuera d'exister malgré nos réticences. C'est mon avis. Merci d'avoir bien voulu l'écouter.